Mes amis, fidèles serviteurs de www.dn247.net, réseau de la diaspora, nous sommes très heureux et très honorés de recevoir un grand homme qui lutte pour la situation qui se passe non seulement au Congo, à l'est du Congo, mais les crises que l'Afrique semble expérimenter ces derniers temps, où on voit la mainmise de la communauté internationale. Aujourd'hui, notre chaîne est honorée d'avoir M. Charles Onana, qui est en tournée nord-américaine, il pourra le préciser, mais ici nous sommes à Montréal, où il a tenu une conférence où il y avait plus ou moins 100 participants. Monsieur Onana, merci d'avoir accepté de nous interviewer. Merci. Voilà, vous n'êtes plus à présenter, mais je ne sais pas si vous pouvez dire 2-3 mots sur vous-même avant que nous puissions vous partager les 5 questions que j'ai prévues pour vous. Mais je suis Charles Onana, journaliste d'enquête, auteur de plusieurs ouvrages sur la région des Grands Lacs, notamment sur le Rwanda et sur la République démocratique du Congo. Monsieur Onana, après avoir écrit ces tueurs Tutsis au centre de la crise que traverse le Congo, vous venez de nous amener un nouveau manuel qui détient beaucoup d'informations. Nous ne l'avons pas encore lu, mais les données que vous avez présentées à travers votre conférence, nous semblons comprendre qu'il y a des éléments supplémentaires que vous amenez à ce que vous nous avez donné dans le premier livre. En quelques mots, quels sont les nouveaux éléments que vous amenez pour nos auditeurs et comment vous pensez qu'ils peuvent combiner les deux manuels qui sont très spécifiques par rapport à la situation du Congo? Le premier livre, C'est sur Tutsi au cœur de la communauté congolaise, avait vocation de montrer que les arguments qui avaient été utilisés par le Rwanda, et notamment par la rébellion Tutsi en disant qu'ils avaient été victimes d'un génocide en 1994, étaient un prétexte pour prendre pied au Congo. C'est pour cette raison qu'ils avaient bombardé les camps de réfugiés au Congo, et c'est pour cette raison qu'ils ont renversé le président Mobutu en 1997 en accompagnant Laurent Désiré Kabila, et c'est pour cette même raison qu'ils ont attaqué Laurent Désiré Kabila qu'ils avaient aidé à mettre au pouvoir, parce que leur objectif était de prendre le contrôle de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, lorsque James Kabarebe était arrivé à Kinshasa, qu'il est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise, l'objectif c'était de placer au sein des services de sécurité et des services de renseignement congolais une majorité de rebelles Tutsis et des membres de l'armée rwandaise. Donc, une fois que la mésentente était survenue avec Laurent Désiré Kabila et que Laurent Désiré Kabila a demandé à ces gens de rentrer chez ce Rwanda, ils ont dès 1998 attaqué le Congo en prétextant qu'il y avait des génocidaires qui étaient installés à l'est du Congo. Sauf que ils ont pourchassé les génocidaires entre guillemets autour des mines de diamants, de coltan, etc. Donc en occupant l'est du Congo, ils occupaient l'est du Congo, un, pour le contrôle des mines au profit des multinationales et des grandes puissances, deux, ils l'ont fait dans l'intérêt de soumettre le Congo pendant de très longues années à la domination de la rébellion Tutsi et surtout du régime de Paul Kagame. Voilà la raison pour laquelle j'avais fait ce livre. Et ce livre est un complément au premier pour une raison simple, c'est que une fois que j'ai constaté cela, j'ai voulu cette fois essayer de comprendre pourquoi le silence était organisé sur les millions de morts congolais. Les viols des femmes congolaises, les massacres des populations civiles à l'est du Congo, tout cela passait complètement à la trappe dans les médias occidentaux de manière générale, mais également dans le discours officiel de l'Union européenne. Et en enquêtant dans les archives de l'Union européenne, j'ai pu découvrir plusieurs choses. J'ai pu d'ailleurs d'abord obtenir les éléments, des documents secrets du Conseil des ministres, mais également de la Commission de Bruxelles. Donc ces documents racontent ce qui s'est passé au Congo depuis 10 ans et surtout comment l'Union européenne a adopté le discours du Rwanda en parlant des génocidaires à l'est du Congo, alors qu'en fait il s'agissait de rebelles Tutsis, et non seulement des rebelles Tutsis venant du Rwanda, mais des rebelles Tutsis résidant à l'est du Congo. Monsieur Laurent Nkunda, Monsieur Mutebouizi, Jean Bosco Taganda, tous ces gens qui ont prétendu qu'ils étaient congolais
Et au moment où ils prétendent qu'ils sont congolais, ils se retournent contre l'armée congolaise. Et ils attaquent le Congo. Pour protéger le Congo, non, ce n'est pas pour protéger le Congo, pour faire la sécurité au Congo, non, ce n'est pas pour la sécurité du Congo, mais c'est pour défendre la cause Tutsi en disant que ces Tutsis à l'est du Congo seraient victimes de discrimination. Ce qui est un argument complètement erroné puisque les Tutsis ont été accueillis sous Mobutu et avant Mobutu depuis 1959. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu des problèmes entre Hutu et Tutsi au Rwanda, le Congo a accueilli systématiquement et des Tutsis et des Hutus. Donc prétendre qu'il y a des discriminations contre les Tutsis est fallacieux. Il y a plus de 200 ethnies au Congo. Et parmi ces 200 ethnies, plus de 200 ethnies, il y a beaucoup de minorités. Et l'ensemble des minorités congolaises n'ont jamais pris les armes contre leur pays pour revendiquer leurs droits. Donc j'ai constaté qu'il y avait là quelque chose qui était dangereux pour la stabilité du Congo et je voulais comprendre pourquoi l'Union européenne s'était. Et donc, dans ce document, j'ai effectivement découvert que l'Union européenne avait décidé de mettre Laurent Désiré Kabila au pouvoir à la demande des États-Unis et de la France. Et la France est rentrée dans le jeu parce que le président Bush avait imposé M. Joseph Kabila à la tête du pays. Donc, visiblement, quand on regarde le premier manuel et le nouveau livre, on comprend que le premier génocide a été causé par la rébellion de Paul Kagame qui avait au départ battu l'avion d'Abiyarimana, tout en sachant que ce bombardement de cet avion créerait ce mouvement qui conduirait un génocide. C'est évident. Pourquoi il y a un silence sur l'attentat? Pourquoi pendant très longtemps personne n'a voulu parler de l'attentat? L'attentat a été considéré par les Nations Unies, l'attentat du 6 avril 1994, dans lequel quand même 2 chefs d'État ont trouvé la mort. Le président Juvenal Abiyarimana du Rwanda et le président Cyprien Karyamira du Burundi et l'ensemble de l'équipage français. Donc, celui qui a abattu cet avion avait envie de déclencher la guerre et le massacre au Rwanda pour prendre le pouvoir. Et c'est Paul Kagame qui l'a fait. Et pourquoi il ne voulait pas qu'il y ait une enquête dessus? Parce que en démontrant que celui qui a abattu l'avion a déclenché les événements du Rwanda, une fois que cela est prouvé et démontré, eh bien la version sur la planification du génocide par les Hutus devient contradictoire. Et donc, ils ont, dans un premier temps, essayé de faire croire que ce sont les Français qui avaient abattu l'avion avec les Hutus. Après, ils ont essayé de faire comprendre que les Hutus ont abattu l'avion parce qu'ils avaient planifié le génocide. Mais une fois que le tribunal a commencé à enquêter, ils ont dit non, Abiyarimana, en fait, a planifié le génocide, mais c'est le premier ministre Jean Kabanda qui avait pris le pouvoir après, qui a aussi planifié le génocide. Donc, il y a combien de gens finalement qui ont planifié le génocide? Abiyarimana qui est mort avant son exécution ou Jean Kabanda qui a pris le pouvoir au moment des massacres? Donc, cette version confuse de la planification, puisque le tribunal pénal international lui-même, depuis 17 ans, n'arrive pas à nous dire qui est le planificateur du génocide. Donc, on est dans un cas de figure où, effectivement, celui qui a tout organisé a décidé, avec l'aide des grandes puissances, d'empêcher qu'on sache que c'est lui qui a tout planifié. Et l'attentat du 6 avril, lorsque les rebelles Tutsis décident d'abattre l'avion le 6 avril au soir, ils savent exactement que les Tutsis qui sont à l'intérieur seront pris en tenaille entre les troupes gouvernementales et la guerre qu'eux-mêmes sont en train de porter sur la capitale. Donc la mort d'Abiyarimana n'est rien d'autre qu'un coup d'État organisé par Paul Kagame et ses troupes pour pouvoir prendre le pouvoir à Kigali. On a généralement coutume de dire à qui profite le crime. Le crime, il est le seul à avoir eu le profit de ce crime de 1994. Et tant que la communauté internationale ne va pas reconnaître cela, il n'y aura jamais de réconciliation au Rwanda entre Hutus et Tutsis. Monsieur Nana, je vous ai suivi personnellement sur une chaîne française nationale où, après que la France ait rendu un verdict qui dirait
que la responsabilité de la mort d'Abiyarimana n'avait rien à voir avec la personne de Paul Kagame. Visiblement, on voit un Paul Kagame que l'Occident ne veut pas toucher, que l'Occident protège, ainsi de suite. D'où la question de beaucoup de Congolais. Quel est cet élément? Quel lien existe? Quel est ce partenariat fantôme ou secret qui fait que l'Occident aujourd'hui ne veut pas regarder un criminel qui a tué plus que tous les autres qui ont commis le crime dans la région? Écoutez, en France, il y a eu un rapport acoustique qui était censé être un rapport acoustique qui avait été commandé par le juge Trévidi pour essayer d'expliquer techniquement qu'est-ce qui s'est passé le jour de 6 heures pendant l'attentat. Et donc, un expert qui avait été sélectionné dans des conditions qui restent obscures a essayé de faire croire que l'attentat ou les missiles qui ont abattu l'avion provenaient du camp de Kanombe et pas de Massaka. Donc, il voulait faire croire tout simplement que c'est la garde présidentielle Hutu du président Abiyarimana qui a tué le président. Quel était l'intérêt des Hutus de tuer leur propre président? Et la deuxième chose, c'est qu'avant même que le juge puisse se prononcer sur ce rapport balistique, on a organisé une campagne de communication très importante sur cet événement qui était censé rester sous le sceau du secret de l'instruction. Donc Kagame et ses soutiens ont essayé de orienter l'enquête du juge et puis surtout ils ont organisé une campagne massive dans tous les médias français pour essayer de se disculper, parce que admettons d'ailleurs que le rapport balistique avait un point de vue différent, mais on ne peut pas résumer toute l'enquête sur l'attentat au rapport acoustique ou au rapport balistique. Il y a des témoins. Le garde du corps de Paul Kagame m'a avoué, il a participé à la réunion qui a organisé l'attentat. Il y a plusieurs autres témoins importants qui ont déposé devant la justice française, attestant que M. Paul Kagame a abattu l'avion. Le patron des renseignements, des services de renseignement, M. Kayumba Yamwaza, qui a failli être assassiné en Afrique du Sud, a confirmé également que M. Kagame est l'organisateur de l'attentat. Donc, il y a dans ses propres rangs beaucoup de témoignages concordants et très documentés qui confirment que c'est lui qui a pris l'initiative d'abattre l'avion. Donc, pourquoi aujourd'hui on a ce que vous appelez le pacte entre l'Occident et M. Kagame? C'est que M. Kagame et ses gens sont devenus des sous-traitants officiels des multinationales et d'un certain nombre d'États dans le pillage des ressources au Congo. C'est-à-dire que Kagame va piller les ressources du Congo et les vend à Kigali, au marché noir quasiment. C'est-à-dire que les multinationales et les groupes mafieux se servent au Rwanda des mines, des minerais congolais quasiment bon marché. Voilà la raison pour laquelle M. Kagame est important. Et ce qui est beaucoup plus grave dans cette histoire, c'est que non seulement son armée, sa rébellion a commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre en 1994, mais ils ont traversé la frontière de leur pays pour aller commettre des crimes contre l'humanité sur le territoire congolais. Et pour le service qu'il rend aux multinationales et aux groupes mafieux, eh bien, M. Kagame est devenu quasiment intouchable. Et c'est ça qui est choquant, parce que non seulement on maintient artificiellement une version sur le génocide des Tutsis, puisque eux, en tant que rebelles, ils sont devenus les porte-parole des vraies victimes. C'est-à-dire qu'au Rwanda, je n'ai jamais dit que les Tutsis n'ont pas été massacrés. J'ai toujours dit qu'il y a eu des Hutus qui ont été massacrés, il y a eu des Tutsis qui ont été massacrés, il y a eu des Tois également qui ont été massacrés. Il y a des bourreaux dans le camp des Hutus, il y a des bourreaux dans le camp des Tutsis. Le problème, c'est qu'on ne regarde que les bourreaux qui sont dans le camp des Hutus et on ferme la porte sur les bourreaux qu'il y a du côté de la rébellion Tutsi. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est d'autant plus inacceptable que les Congolais qui n'ont jamais participé à la tragédie rwandaise en 1994 sont victimes aujourd'hui
aujourd'hui de la rébellion Tutsi de Paul Kagame qui commet depuis près de 17 ans des crimes à l'est du Congo. Les Congolais ne leur ont rien fait. Et donc le problème c'est que tant que les gens, et aujourd'hui l'accumulation des rapports des Nations Unies démontre l'implication de Paul Kagame dans toutes les rébellions qui ont été créées et organisées à l'est du Congo. Pourquoi? Eh bien, quasiment traiter les Congolais comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. Donc ce deal est très simple, c'est que M. Paul Kagame aujourd'hui sert les intérêts des groupes mafieux, des grandes puissances et des multinationales dans ce pays. Monsieur Nana, beaucoup de Congolais aujourd'hui sont derrière vous et vous voient comme une référence dans cette recherche justement de la vérité que vous avez déjà établie. Aujourd'hui, nous étions heureux, en tout cas satisfaits de voir l'organisation des professionnels congolais vous remettre cette reconnaissance de la nationalité congolaise de manière honorifique. D'où la question de connaître. Aujourd'hui, les Congolais sont dans la rue. Ils s'appellent combattants, résistants. Ils font toute une série d'actions pour essayer de mettre fin non seulement aux atrocités, mais à mener des changements. Vous, en tant que la personne qui a vu justement, qui a découvert tous ces séquelles, qui a compris justement les jeux qui se trament autour du Congo et des Congolais, que pouvez-vous dire aux Congolais dans leur lutte? Comment ils doivent lutter et qu'est-ce que vous pensez reste encore une étape importante à franchir avant définitivement de mettre fin non seulement aux atrocités qui passent et renverser justement ces rapports de force, remettre le Congo dans l'état de droit et permettre justement à la personne qui a été élue, par exemple en 2008, de prendre l'effectivité des pouvoirs et d'amener le Congolais vers une destination de la démocratie? Écoutez, il faut d'abord rendre hommage aux combattants congolais parce que grâce à leur travail, certes difficile mais audacieux, a permis qu'on écoute un peu plus la douleur du peuple congolais et qu'on entende les cris de détresse des femmes congolaises et des enfants congolais. Eh bien, pendant de très nombreuses années, des militants des droits de l'homme ont été assassinés au Congo. Je pense à Chebea et d'autres. Il y a eu également des journalistes congolais qui ont été assassinés parce qu'ils essayaient de faire leur travail. Et puis finalement, il y a eu des intellectuels, des gens très sérieux, qui ont fait des mémorandums aux Nations Unies, à l'Union Européenne, pour essayer d'attirer l'attention des gens de ce qui se passe au Congo. On ne les a jamais écoutés. Et il a fallu que les combattants commencent à se manifester un peu bruyamment pour qu'on commence à se rendre compte qu'il se passe quelque chose dans ce pays. Il faut rappeler quand même que le Congo a perdu aujourd'hui plus de 8 millions d'habitants. Et plus de 8 millions d'habitants, c'est l'équivalent de la République centrafricaine, la population de la République centrafricaine par exemple, ou d'autres pays qui ont été rasés de la carte. Alors comment faire entendre cette voix sinon que les Congolais mènent des actions? Aujourd'hui, ils mènent des actions. Ces actions doivent être de plus en plus structurées pour qu'elles ne soient pas déconnectées des initiatives qui sont prises par d'autres Congolais. Il faut qu'il y ait une véritable synergie entre tous les Congolais, aussi bien les intellectuels, des femmes que les combattants. Il faut qu'ils travaillent ensemble pour que la dignité et la liberté du peuple congolais soient retrouvées. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudrait que, je pense en tout cas, qu'il est utile que les dirigeants congolais actuels se rendent compte qu'on ne peut plus rester silencieux devant les incursions permanentes du Rwanda, la violation du droit international par le Rwanda et la quasi-protection éternelle du Rwanda au nom des événements de 1994. Il est inacceptable que le chef de l'État congolais actuel, M. Joseph Kabila, garde éternellement le silence devant les massacres des millions de populations à l'est du Congo et que tous ces massacres qui se déroulent sous ses yeux et sous les yeux de tout le monde soient éternellement mis sous le sceau de l'impunité. On ne peut pas d'un côté réclamer des procès ou la traduction devant des tribunaux, des juridictions internationales, des génocidaires ou des gens qui auraient commis des drames au Rwanda, et de l'autre, passer l'éponge sur tout ce que fait M. Kagame et ses troupes à l'est du Congo depuis 17 ans.
Donc il y a là une histoire de 2 poids 2 mesures, et c'est les Congolais qui doivent corriger cette situation, ils doivent reprendre leur destin en main et surtout ne plus accepter le diktat qui leur est imposé par le Rwanda, l'agenda qui leur est imposé par les multinationales et les groupes mafieux qui veulent mettre le Congo à genoux. Ce ne sont pas ces gens-là qui doivent donner le là de la politique congolaise, c'est quand même aux Congolais de donner le là de ce qu'ils veulent pour leur pays, pour leur liberté. Et là, il relève aussi la responsabilité des sénateurs et des diplomates, des sénateurs et des parlementaires congolais de se mobiliser. Ils représentent quand même des millions de gens au Sénat et au Parlement. Et par rapport à cela, si le président de la République est indifférent ou en tout cas ne pense pas qu'il est prioritaire de se battre pour la défense de la sécurité de l'État et de se battre pour la défense de l'intégrité territoriale du Congo, il faut que les parlementaires et les sénateurs prennent la responsabilité. On ne va quand même pas laisser le Congo être dépecé par le Rwanda et par des groupes de bandits. Ce ne sont pas ces gens-là qui doivent faire la loi au Congo. Et ça, par rapport à cela, je pense que les Congolais ont commencé à faire un travail aujourd'hui dans la diaspora, mais également les Maïmaï qui ont résisté pendant de très nombreuses années pour que ce pays ne tombe pas. Il faut que toutes ces forces se réunissent pour défendre une seule chose, l'intégrité du territoire congolais et surtout la souveraineté du Congo et la protection des populations civiles parce qu'elles sont abandonnées. Et ça, c'est inacceptable. Les organisations humanitaires, où elles sont passées? Autant on les a entendues sur le génocide Tutsi, où elles sont passées sur les millions de morts des Congolais. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable, contre laquelle tous les démocrates devraient se lever. On dit, enfin, un certain nombre d'experts disent que le nombre de victimes du Congo et les atrocités commises au Congo dépassent de loin ce qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on veut de plus qui arrive au Congo? On veut que le Congo soit rasé de la carte pour que les gens se sentent concernés? Non, je dis qu'on ne va pas attendre que le Congo soit rasé de la carte, il ne sera pas rasé de la carte. Les amis du Congo, vous avez suivi un homme un africaniste aussi, un chercheur, qui a fait ce travail de fond, qui nous a donné toute la lumière nécessaire, n'est-ce pas, non seulement pour comprendre les enjeux, mais pour nous organiser, pour, n'est-ce pas, lutter pour mettre fin à ces atrocités. Monsieur Nana, vous savez, je prends beaucoup de plaisir à vous écouter, je découvre beaucoup, j'ai acheté votre livre, je le recommande d'ailleurs à tous nos amis, si vous n'êtes pas encore procuré les livres, en bas de mon écran, défilent les coordonnées non seulement du livre, ainsi que de tous les coordonnées, numéro de téléphone, email, où vous pouvez vous en procurer. Dernière question à M. Nana, avant que nous puissions mettre fin à notre entrevue. Pensez-vous que le phénomène congolais guette également d'autres pays d'Afrique? Si la réponse est oui, où alors? Mais la réponse est malheureusement oui. Parce qu'avant le Congo, on a dépecé le Soudan. Aux yeux et aux vues de tout le monde. Et les gens ne se sont pas sentis concernés. Mais lorsque la tragédie du Darfour avait commencé, les médias du monde entier disaient que ce qui s'est passé au Darfour était inacceptable, il y avait un génocide contre les Noirs et qu'on voulait finalement que le Sud-Soudan soit divisé pour que, du Nord-Soudan pour que le Sud-Soudan puisse se développer. Mais je disais que cet argument était fallacieux. Au moment où je le disais, mais les gens disaient non, mais M. Nana ne comprend pas que je suis allé au Soudan. J'ai vu ce qui se passe là-bas et j'ai compris que ce qui se passe là-bas est loin de la vérité. Et surtout, j'ai compris que les ambitions énergétiques des grandes puissances au Soudan, puisque la Chine est rentrée dans le jeu du pétrole soudanais, lorsque le président al-Bashir s'est retrouvé asphyxié par les sanctions de l'ONU qui avaient mis, et surtout des États-Unis qui avaient quasiment mis le Soudan sur le banc des pays qui soutiennent le terrorisme international, eh bien le président al-Bashir s'est tourné vers la Chine. Et la Chine est devenue le premier partenaire économique et je dirais même pétrolier du Soudan. Face à cette situation, il a été question pour les grandes puissances de dépêcer le Soudan, donc de le diviser en deux, et en prétextant que les Noirs du Sud-Soudan étaient tellement abandonnés, ce qui est vrai, par tous les gouvernements successifs à Khartoum, mais c'était un problème de développement interne au Soudan. On n'avait pas besoin de balkaniser le pays ou
de le démembrer comme on l'a fait pour essayer d'obtenir un développement économique. Bon, mais une fois que ça a été fait, que se passe-t-il au Sud-Soudan? Mais il y a la guerre entre toutes les tribus du Sud-Soudan actuellement. Et du même côté, on a organisé l'instabilité du Nord-Soudan à partir du Sud-Soudan. Donc le Soudan se retrouve aujourd'hui avec des problèmes économiques qu'on prétendait vouloir régler, qui ne sont pas réglés. Il se retrouve avec une guerre sur les bras et il se retrouve avec une instabilité politique. Donc, tous les pays pétroliers de la région en Afrique centrale vont se retrouver dans le cas de figure, puisqu'aujourd'hui, on apprend encore que le M23 veut l'administration et l'administration de Goma. Il demande l'administration de Goma. Pour quelle raison? Parce qu'on a envie de rendre cette région comme une région autonome, mais qui va simplement être utilisée pour l'exploitation des minerais. C'est tout ce qu'on est en train de vouloir faire. Donc on ne va pas comme ça dépecer, découper tous les pays où il y a des bouts de richesse, des territoires riches en minerais, en pétrole, en essayant de les couper de l'ensemble du territoire national. Donc tous les pays africains ont la responsabilité et le devoir aujourd'hui de s'intéresser de très près à ce qui se passe au Congo, parce qu'une fois que le Congo sera tombé, eh bien tous ces gens vont être complètement fragilisés. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de se recentrer sur le cœur de l'Afrique, c'est-à-dire le cœur du Congo, pour éviter, empêcher que le démembrement qui est entamé aujourd'hui aille jusqu'à son terme. Monsieur Nana, je vous remercie beaucoup. Les amis, ce travail, pour qu'on y arrive, a coûté une recherche. Ce livre est disponible. Monsieur Nana, peut-être vous pouvez parler davantage du livre, où on peut s'en procurer, combien ça coûte, et un dernier mot à nos auditeurs qui nous suivent à travers cette entrevue. Le livre est disponible sur le site internet, on peut l'acheter sur Amazon, on commander en librairie, mais pour les gens qui sont à l'étranger, que ce soit en Amérique du Nord ou ailleurs, ils peuvent le commander directement sur Amazon. Mais ce que je peux simplement dire aux Congolais, c'est qu'il ne faut pas qu'ils perdent l'espoir. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'ils ont perdu leur pays. Non, le pays n'est pas perdu et il ne faut surtout pas qu'ils aient l'impression que ceux qui sont en train de vouloir dépêcher, démembrer le Congo sont infiniment plus puissants que cela. Ils ne sont pas si puissants qu'on veut le faire croire. Ils ont une certaine puissance, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de groupes derrière eux qui les soutiennent. Mais ce qu'ils doivent faire, les Congolais, c'est qu'ils doivent savoir qu'il faut compter sur eux-mêmes. En comptant sur eux-mêmes, en puisant l'énergie, ils ont démontré face à la colonisation qu'ils étaient capables de résister. Et ce n'est pas aujourd'hui Paul Kagame et ses troupes qui vont mettre le grand Congo à genoux. Non, le peuple congolais a suffisamment de fierté et d'utilité pour se redresser. Et je pense qu'il faut retrouver simplement la première phrase de l'hymne national congolais qui dit « il faut que les Congolais soient debout ». Aujourd'hui, les jeunes combattants sont debout, leurs aînés doivent être debout et tout le monde doit se lever, les autres Africains avec eux, pour libérer le Congo et sauver définitivement ce pays de la prédation des groupes miniers et du grand capitalisme qui veut absolument le mettre à genoux. Il ne s'agit pas là de tenir un discours de gauche ou de communiste, il s'agit simplement de comprendre qu'on ne peut plus vivre dans le monde actuel en essayant simplement d'encenser le mondialisme tel qu'il est en train de se définir aujourd'hui. Il a déjà mis à genoux un certain nombre de pays en Europe, il s'étend en Afrique, il va s'étendre partout. Donc les Africains ont un devoir de résistance, une obligation de résister. Sur ce, les réseaux de la diaspora 24 heures sur 7 vous disent merci d'avoir suivi cette entrevue. Nous avons été honorés et je suis personnellement à Hambourg. J'ai reçu ce grand monsieur que j'ai pris l'habitude de suivre pendant longtemps sur Internet. Il est venu nous rendre visite. Il sera au Québec demain. Pour les amis qui sont au Québec, si vous avez la chance de suivre cette entrevue, je ferai le nécessaire pour le mettre live de cette nuit. Allez l'écouter, procurez-vous du livre et restons debout comme ça a été la recommandation. Monsieur Charles, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation. Et au nom de tous les Congolais qui nous suivent au travers de ces réseaux, je vous dis merci. Ingeta. Ingeta, effectivement. À bientôt.
Et voici les grands combattants du Canada, dans l'ombre et en même temps devant les écrans. Il est dans les médias nationaux, internationaux, ici au Canada. Donc je me demande de se présenter. Il a une façon, pas comique, mais humoristique, de présenter les dossiers du Congo, et cela facilite simplement la compréhension. Peut-être vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, nom, prénom, et puis deux questions sur la conférence des stars. Parfait, merci beaucoup. Mon nom c'est Mbépongo Bilamba. Donc je suis un Congolais grandi en France qui vit aujourd'hui à Montréal au Canada. Donc moi je représente l'organisation Friends of the Congo au Canada. Et donc je suis aussi membre de l'OPCC, donc j'ai eu l'occasion de pouvoir participer à l'organisation de la conférence. Une conférence magnifique, très importante, parce qu'on est dans une guerre où on tue sur le terrain, et en amont on prépare les médias, on prépare l'opinion publique avec des mensonges. Donc ce genre de conférence nous donne les clés pour bien comprendre et savoir comment attaquer. Par exemple, Charles Onana nous a fait comprendre un élément que ils utilisent nos émotions envers les Rwandais pour diminuer l'impact de leur responsabilité, en disant que non, vous les Congolais, vous êtes fâchés juste parce que vous êtes racistes. Donc ça fait partie des exemples comme ça que Charles Onana nous a expliqué. Et donc lorsqu'on va faire des marches, lorsqu'on va faire des opérations, je pense que c'est important d'en tenir compte pour bien s'adapter. On va certainement en tenir compte, mais tout à l'heure, vous avez fait mention d'un certain nombre d'astuces que vous aussi vous utilisez, que les Congolais peuvent utiliser pour justement aller à l'encontre de ces pièges vicieux. Est-ce que vous pouvez encore l'expliquer en 2-3 minutes? Comme ça, c'est plus clair pour les Congolais et pour partout de là. Ok, parfait. Bolinga Naga et Paula, donc je vais parler en français. C'est très bon, ils aiment ça. En fait, ce qu'on vit au Congo, tout ça c'est l'industrie minière, notamment l'extraction du coltan qu'on retrouve dans les appareils, les cellulaires, les MP3. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout ça, l'opération Somba Zongisa, qu'est-ce qu'on fait? On s'est réunis tous ensemble. Admettons qu'on est 100, 200, 300. On achète un produit avec du coltan, comme un MP3 qui coûte 30 pièces. Ou un cellulaire, c'est ça. Le même jour, à la même heure, dans le même magasin, on vient tous se faire rembourser en même temps. Qu'est-ce qui va se passer? On va les déranger au niveau de la caisse parce qu'on va reprendre l'argent. Deux, ils vont avoir un problème de stock. Donc si on vide un rayon et qu'on le ramène, ils ont déjà fait un double commande. Troisièmement, si on fait ça, les autres clients du magasin vont voir et se poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Donc l'objectif en fait c'est de toucher là où ça fait mal, au niveau de l'argent. Donc imaginez l'impact. On fait une marche, on est 500. Mais si c'est 500 là, on va dans un magasin, on dit rendez-nous notre argent parce qu'il y a du sang des Congolais là-dedans, il y aura un impact, je pense. Les amis, je vais me battre pour vous, pour l'avoir, pour une entrevue de 30 minutes. Friends of Congo, je connais son partenaire à Toronto, Odia Macharia. Je travaille avec elle sur un certain nombre de sujets très dynamiques. C'est des gens très dynamiques, mais on a besoin donc à deux dans la dynamisme d'ensemble. Alors je lui demande justement, donc 25 minutes, je suis à Montréal ici spécialement pour eux. Alors je lui propose, s'il accepte devant vous, que nous ayons 25 minutes d'entrevue. Comme ça, on va aller en détail des stratégies, parce que vous savez, ces tueurs Tutsis au centre de la tragédie congolaise sont très malins. Vous avez besoin d'être malin plus un. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on ait notre entrevue de 25 minutes pour les Congolais et les amis du Congo d'ailleurs? Comme disait Lumumba, l'Afrique un jour écrira son histoire et sera au nord, au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Voilà, donc nous vous remercions, nous vous reviendrons avec toutes ces entrevues dans le format habituel et nous vous disons à très bientôt. Merci pour la network. Je me trouve à Montréal, là où vient de se tenir la conférence de Charles Onana sur son nouveau livre. Après avoir publié ces tueurs Tutsis au cœur de la tragédie congolaise, voilà, il vient d'éditer un nouveau livre qui traite simplement de la complicité des pays occidentaux dans la crise du Congo. Alors j'ai avec moi un compatriote congolais de Montréal et tu pourras peut-être te présenter deux petits mots, ton nom et peut-être même prendre deux petites questions. Voilà, moi mon nom c'est Guy Serge Bouboya, je suis congolais, je reste ici à Montréal où je travaille ici et j'écris ici. Guy Serge, vous êtes un jeune Congolais vivant à Montréal. Vous venez d'écouter Charles Onana sur la position que jouent les pays occidentaux, y compris le Canada. Quelles sont vos
première impression à l'issue de cette conférence? En fait, c'est très bien, je suis vraiment content parce que M. Onana, c'est quelqu'un de détaillé. J'avais lu un de ses livres, mais c'était pas sur le Congo, c'était sur la Côte d'Ivoire. Ça s'appelait Côte d'Ivoire, le coup d'État. C'était après les élections et tout. Donc c'est quelqu'un de son style d'écriture, c'est quelqu'un de très détaillé, c'est vraiment quelqu'un qui va fondre son enquête. Donc aujourd'hui encore, il nous a montré l'implication des forces occidentales, il nous a montré pourquoi au Congo, on ne peut jamais prendre le pouvoir par des élections. Parce qu'il y a une grosse machine derrière M. Kabila qui est au pouvoir. Donc c'était très bien. Moi je sors de là, je suis très instruit. Et justement, je vais acheter un livre après. Quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez proposer aux Congolais cette fois-ci, qui n'ont peut-être pas eu la chance de suivre cette entrevue, mais qui sont désireux de connaître quels seront le rôle du Congolais? Je sais qu'il y en a touché un peu. Qu'est-ce qu'en dehors de ce qu'il a dit, vous pensez qu'il va ajouter pour encourager les Congolais à entrer en profondeur dans la question? Le rôle des Congolais ici en Occident, c'est les médias. Donc c'est d'être parti. On peut être dans les médias par des manifestations, on peut être dans les médias par des actions comme il faut parler sur Bazouanissa. On peut donc acheter un appareil, s'organiser en groupe, acheter un appareil électronique et s'organiser en groupe encore pour aller le remettre la même journée comme ça. Donc c'est ce rôle-là, c'est le rôle d'être vu. Donc il y a des Congolais ici à Montréal, en particulier, on a mené des actions, d'autres ont bloqué le prochain quartier, d'autres ont marché dans les rues. Et tout ça, légal ou illégal, mais ça fait en sorte qu'on a vu les Congolais qu'on a entendu parler, que les gens savent qu'il y a 1 million de morts, qu'il y a des femmes violées, qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir, qui n'a rien à faire là. Quelqu'un qui est au pouvoir, il n'a rien à faire, il a été défini comme étant un pseudo-fils de Kabila. Je vous remercie beaucoup et vous restez fidèle sur le www.EN247.soumet pour le besoin de la cause. C'est ce manuel qui est venu présenter M. Charles Onana ici à Montréal. Il était à Ottawa hier, mais nous sommes à Montréal aujourd'hui. Alors, je suis à côté de M. Jérôme Kabala qui va me donner ses premières impressions à la fin de cette conférence qui vient de prendre fin. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'avez-vous retenu de l'intervention de Charles Onana aujourd'hui? Il a réveillé les Congolais. Il a démontré aux Congolais que réveillez-vous. Il est temps de se battre pour ce pays-là. Onana, qui n'est même pas congolais, il a attiré l'attention de l'élite congolaise qui ne pouvait pas rien faire de son propre pays. Au moment où nous parlons là, le pays est occupé. Alors Onana, qui est un élément extérieur, il nous encourage. La conclusion, c'est quoi? Debout Congolais. Debout Congolais. Est-ce que vous pensez que ce message est passé? Parce qu'il a mentionné quelque part que les Congolais, certes, sont dans la rue, mais il n'y a pas une cohésion dans la lutte des Congolais. Est-ce que vous sentez cela? Et si telle est la situation, qu'est-ce que vous avez à dire pour enchérir ce qu'ils viennent de dire? Ce que j'ai à dire, les seuls conseils que je peux donner à mes frères, mes compatriotes congolais, est le patriotisme. L'amour de Patrice Emery Lumumba qui est mort pour ce pays-là. La vérité doit tourner autour de la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Ce que Lumumba avait dit, il avait dit la vérité. Qu'est-ce qu'il avait dit? Le néocolonialisme est plus dangereux que le colonialisme. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le néocolonialisme est plus dangereux que le colonialisme. Ce que Patrice avait dit, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'était prévu. Dans sa mort, son existence par ses idées, et qui sont encore fraîches, nous devons raisonner, voir comment est-ce qu'on peut faire pour les délivrer. On parle de patriotisme. Les Congolais sont en train de chercher l'intérieur qui est la prise de pouvoir par la force et l'effectivité du pouvoir de la personne qui a été élue. Eu égard à ce que M. Onana vient de vous présenter. Pensez-vous que cette démarche reste toujours légitime? Très légitime. Qui c'est qui a été élu? Ça c'est la vérité, c'est qu'on dit. Qui c'est qui a été élu? Mais il y a des gens qui ont été déconnectés de la réalité, qui ne comprenaient pas que le pays était occupé. On ne peut pas faire les élections quand le pays est occupé. Le pays est maintenant entre les mains des Rwandais. Et tout le monde sait que pour que ça fonctionne bien, il faut absolument que nous essayions de faire un effort
pour libérer nos Congolais. Et ça doit partir de nous, d'abord, en tant que Congolais. Et cela doit se faire dans les idées, dans les démarches égoïstes. Continuons avec cette série de questions. Nous allons terminer la conférence de Charles Onana ici à Montréal, au Québec. Et je me trouve à côté d'un homme de métier, un politicologue qui a suivi cette conférence. Et je vous pose la question que je demande à toutes les personnes qui ont participé. Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux que vous avez appris et comment les Congolais peuvent le mettre en œuvre pour apporter un changement au Congo? Pour moi, ce ne sont pas des éléments nouveaux. Je suis au courant de ça. Et je suis fier d'Onana parce qu'Onana fait beaucoup plus que les Congolais. Onana s'occupe beaucoup et s'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe en Afrique. C'est un vrai africanologue. Un Congolais qui entend Onana parler du Congo prendrait Onana pour un Congolais. Un Ivoirien qui les ouvrages écrits par Onana sur la Côte d'Ivoire dira que Onana est ivoirien. Donc Onana réalise des titans. On doit être fiers d'Onana. Si tous les Africains fournissent les mêmes efforts que Charles Onana, on irait. Il faut se référer aux Occidentaux, aux écrits des Occidentaux. Ils nous révèlent beaucoup de choses, sans lesquelles nous ne serions pas au courant de beaucoup de choses sur cette femme au détriment aujourd'hui les multinationales avec le système de la mondialisation. On assiste à une sorte de guerre des par procuration. Et avec les ouvrages de Onana, j'espère que les Congolais, comme tous les autres Africains, nous allons prendre conscience des défis qui nous attendent et que nous avons l'obligation de vivre. Il a dit, pour conclure sa conférence, la seule chose que les Congolais peuvent faire, c'est la première phase dans leur hymne national, c'est-à-dire les goûts congolais. Il a notifié également qu'il y a cette espèce de désorganisation et cohérence dans la lutte que les Congolais mènent. Vous êtes Congolais. Que pouvez-vous dire à tous ces Congolais qui sont debout, qui vous regardent, par rapport aux étapes à suivre prochainement pour non seulement libérer le Congo, mais donner le pouvoir à la personne qui a été élue? La première étape à laquelle nous devons nous atteler est celle de chasser l'actuel pouvoir. Comment? L'actuel pouvoir est une question de violation de notre sécurité, de la démocratie. Donc, il faut mener une action qui parvienne à chasser quelqu'un du pouvoir de toutes les manières possibles. Effectivement, je ne préconise pas la violence, mais il faut utiliser les moyens. Parce que si la population congolaise s'organise, nous pouvons chasser Kabila même avec une seulement les moyens pacifiques. Il suffirait seulement qu'il y ait 1 million d'individus seulement dans la ville qui savent marcher et manifester leur contestation contre le pouvoir, et nous allons laisser le faire partir. D'ailleurs, aujourd'hui, le nationalisme congolais est interdit au Congo. Où est-ce qu'on a déjà vu un pays où on interdit la promotion du nationalisme? Avec le régime de Kabila, quand on préconise le nationalisme, on est traité d'excellence. Donc, nous avons le devoir prioritaire de chasser Kabila. Nous avons le devoir prioritaire de chasser Kabila. Je trouve devant professeur Jean Pagna, qui est un grand professeur et docteur. Voilà, donc vous allez peut-être le faire mieux que moi. Vous pouvez vous présenter un peu plus fort, comme ça. Docteur Jean Pagna. Ok, vous enseignez. Mais bon, je suis pour le moment à la retraite, mais j'ai enseigné à l'université de Kinshasa et à l'université de Montréal. Vous allez enseigner la science politique, la gestion. Ah non, je suis médecin, donc spécialiste en neuropsychiatrie. Donc ici, j'ai enseigné la psychiatrie. Docteur, les femmes du Kivu sont les premières victimes de la crise actuelle. Vous, en tant que docteur, compte tenu de l'absence de docteur Mukwege, qui était contraint de quitter les Kivu, quelle est la pensée que vous avez pour ces femmes-là du Kivu, tenant compte du fait que vient de le dire M. Charles Onana? La grande tristesse pour nos sœurs du Kivu qui manquent actuellement des moyens de se faire soigner à la suite du départ du Dr Mukwege qui s'est donné corps et âme pour les aider, puisque les viols qui se commettent au Kivu, c'est pour détruire l'espèce. Ce n'est pas pour se satisfaire sexuellement. Les gens qui les voient pour nous détruire. Les docteurs Mukwege a reconstruit même les organes génitaux qui étaient abîmés. Et je pense que les gens qui ont voulu l'assassiner voulaient justement l'éliminer pour continuer leur travail de sape d'éliminer la race blanche.
éliminer la race bantou, ils y sont parvenus. On a vu beaucoup de déplacés, plus de 2 ou 3 millions de Congolais kivusiens, en tout cas des Congolais de l'Est, qui ont été déplacés vers des zones qu'on ignore. Vous, aujourd'hui, vous venez de suivre Charles Nana et vous venez, voilà, justement, donc, nous sommes en entrevue. Ce n'est pas grave, nous continuons à faire l'entrevue, elle nous donnera bien entendu son point de vue. Alors, M. Charles Nana a fait état justement de ce dépeuplement de la région du Kivu. C'est une réalité, on est en train de peupler la région de l'Est avec des ressortissants rwandais tutsis. Vous êtes Congolais, vous êtes pratiquement impuissant face à ces actions. Que pouvez-vous dire, compte tenu de ces remarques sur l'organisation des Congolais, à la lutte que nous sommes en train de mener pour la libération du Congo? Je pense que Charles Nana a donné un conseil aux Congolais de chanter l'hymne national. Les Congolais doivent se mettre debout. Absolument debout pour l'ennemi dehors. Et tant qu'il y a de lamentation, tant qu'il y a des attentes qui auraient un bienfaiteur extérieur qui voudra les sauver, ça n'ira pas. Il n'y a que les Congolais eux-mêmes qui doivent se mettre debout pour défendre sa terre, défendre son bien. Il ne faut pas attendre de l'extérieur. Vous faites partie justement de cette élite de nos parents qui avaient combattu avec le monde pour l'indépendance du Congo. Mais vous avez une génération qui est venue après vous, qui était victime, il faut le dire, de la dictature de Mobutu. Cette même génération aujourd'hui est victime de ce complot international. Vous, en tant qu'aîné, que dites-vous aux jeunes Congolais, aux jeunes exécutifs, disons-le, Congolais, qui ont eu la chance d'étudier en Occident et qui ont justement les compétences requises pour gérer le Congo de demain? Avez-vous des pensées positives? Qu'est-ce que vous leur dites? Comment pouvons-nous leur orienter en tenant compte de vos expériences et de ce qu'on vient de nous donner comme révélation? Oui, mon expérience, c'est qu'à mon époque, j'étais étudiant au moment des indépendances et nous, on luttait dans ce qu'on appelle l'Union générale des étudiants congolais. Nous avions appuyé à l'époque l'indépendance immédiate, compte tenu des données de l'époque. Et il faut dire que la comparaison entre cette génération-là et la génération actuelle, il y a comme un grand fossé. La génération des pères de l'indépendance, même s'il y avait des divisions entre eux, avait un sens de patriotisme aigu et voulait réellement se libérer de l'oppression coloniale, même s'il y avait des divergences. Mais il y en a qui ont été bien sûr corrompus, achetés par les Occidentaux pour semer des troubles. Alors, venue la présence de Mobutu pendant longtemps, avec l'esprit de dépendance, c'est comme lui c'était le père et tout le monde sont ses enfants, donc a donné, n'est-ce pas, cette mentalité de dépendance à autrui, au lieu de dire aux gens qu'il faut se prendre en charge de soi-même, il faut travailler pour gagner son pain, il faut combattre la corruption, l'octroi facile des bénéfices. Ça n'aide pas du tout. Cette génération, je m'excuse de le dire ici, avec l'arrivée du fameux Kabila au pouvoir, qui n'a aucun CV démontrable, et bien tout le monde dit, ben voilà, pour la Pamba, ce truc-là il est arrivé, donc moi aussi je parle. Tout le monde veut arriver au pouvoir sans effort. Ce n'est pas comme ça. La politique s'est faite pour un projet de société qu'on doit réaliser et non pas pour s'enrichir ou faire du mal à autrui. Je pense que les pères de l'indépendance ont fait un projet de nous libérer du colonialisme. Ça avait réussi. Aux autres maintenant, aux autres les jeunes ne peuvent pas concrétiser ce projet-là d'amener le Congo plus beau qu'avant. D'amener le Congo plus beau avant, c'est tel est le thème de la conférence d'aujourd'hui, permettre aux Congolais de comprendre les enjeux et de les utiliser, de mettre en œuvre pour libérer le Congo et devenir, avoir justement, comme vient de dire mon aîné, un meilleur Congo de demain. Avez-vous un dernier mot que vous voulez partager ou vous apprêtez à le faire signer votre livre? Le dernier mot, c'est que tant que nous ne ferons pas une révolution culturelle dans ce pays-là, rien ne va marcher. Il faut
absolument une révolution culturelle qui va nous débarrasser des concepts archaïques et traditionnels, du colonialisme, du mouboutisme et maintenant du lavage de cerveau rwandais. Du lavage de cerveau rwandais, le message est passé. Restez à l'écoute. Je vais recevoir pour vous l'homme qui est au centre de cette organisation dans quelques secondes. Voici les amis, l'homme qui s'est battu pour que Charles Onana puisse arriver ici à Toronto. Nous aurons une entrevue avec lui de 30 minutes pour vous, réseau de la diaspora. Mais comme je le prends à chaud, s'il peut dire un petit mot de ce qu'il a retenu, des éléments qui ont motivé la tenue de la conférence d'aujourd'hui. Écoutez, mes chers amis, Bandekwa Bolingo, c'est vraiment une occasion en or pour servir notre communauté. Chacun a un rôle à jouer, nous avons des rôles différents, nous pouvons nous impliquer tous, nous allons aller de l'avant. L'implication consiste à aller chercher dans les sources de tout ce que nous pouvons trouver comme effort, comme ressources pour contribuer à l'amélioration de la condition de ce qui se passe chez nous. Donc la conférence s'inscrit vraiment dans une démarche de décortication, donc une façon de trouver l'information pertinente pour que nous soyons outillés pour bien apprécier et bien savoir éviter les pièges de ce qui nous attend demain, parce que de l'autre côté, ils ont encore des pièges contre nous. Mais nous allons devoir déjouer contre ces pièges-là par une information réfléchie, travaillée, surtout en mode réseau, comme on fonctionne avec nos frères ici. Il ne bouge pas. Franck Katata est le président de l'Organisation des professionnels de Congolais du Canada. Comme je dis, les amis, nous aurons une entrevue spéciale avec lui. Oui. Avec lui, nous partagerons en détail. Mais là, vous pouvez voir, l'homme du métier, il vient de synchroniser en quelques secondes, en résumé, ce que vient de partager avec nous Charles Onana. Donc, on va continuer avec nos entrevues. Ne bougez pas. Merci beaucoup. Merci.